Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines. Bonjour à tous et bienvenue au parc Explore Wendel, musée Les Mineurs à Petite-Rosselle. On a délaissé le plateau de Mosaïque Cristal pour s'installer dans l'ambiance des mineurs. À Merlebach, qui était le plus important siège d'Europe, la dernière remontée de charbon, c'était il y a tout juste 20 ans, le 20 septembre 2003. C'était l'avant-dernier site de France. Quelques mois après, fermait le puits de la Houve à Creutzwald le 23 avril 2004. 20 ans après, que reste-t-il de l'esprit Glukauf? On va essayer de répondre à cette question avec 4 invités. Guy Consolini, ancien mineur de fond, vous êtes aujourd'hui guide ici au parc Explore Wendel, musée Les Mineurs. Edmond Michalski, vous étiez agent de maîtrise supérieure, vous avez fait votre carrière au fond à Merlebach et vous êtes aujourd'hui vice-président de la Fédération des mineurs de Sarre-Lor-Lux. Gilles Bachmann, vous êtes assesseur, membre du bureau de cette fédération et vous étiez vous aussi mineur de fond. Et Mathieu Sutter, vous avez été le dernier chef de l'unité d'exploitation de Merlebach. Merci beaucoup à tous les 4 de participer à cette émission. On est dans la salle des pendus, ça rappelle des souvenirs à certains? Ben oui, surtout quand on a démarré à la mine, ben c'était un peu l'endroit où on se changeait. Hein. Donc ça veut dire que, mais à l'époque où moi j'ai commencé, on n'avait pas. Ici vous avez 2 compartiments, c'est-à-dire vous avez les affaires propres, vous avez les affaires sales à côté. Alors que moi, quand j'ai commencé en 66, on n'avait qu'un seul compartiment où il y avait les affaires propres et les affaires sales. Ça veut dire que je pouvais avoir mes affaires propres sur le crochet et puis le collègue qui remontait du fond, il passait à côté avec ses affaires dégueulasses et puis il fallait qu'on change nos affaires tous les jours. Donc les conditions des mineurs se sont améliorées au fur et à mesure. Oh oui, heureusement. Alors avant de parler de ce qui reste de l'esprit Glukauf aujourd'hui, il faut d'abord qu'on essaye d'expliquer aux téléspectateurs ce que c'était à l'époque. En un mot, ça serait quoi votre définition de l'esprit Glukauf? Pour moi, c'est toute la partie solidaire des mineurs entre eux, en sachant que le Glukauf, c'est comme quand vous allez le matin sur votre lieu de travail, vous dites bonjour. Nous, on se disait Glukauf quand on se croisait. Donc la solidarité et en guise de bonjour, on dit bonne chance finalement. Voilà, on dit bonne chance. C'est pas pour rien, hein. On va en parler tout à l'heure des risques qu'encouraient les mineurs, mais rien que dans leur quotidien, les conditions de travail étaient particulièrement difficiles au fond de la mine. Est-ce que c'est ça aussi qui est à l'origine de l'esprit Glukauf? Oui et non. Oui, parce que moi j'ai travaillé spécialement à Romo, au champ de Cochrane. Je ne vous dis pas, la chaleur c'était 40 degrés au fond. Hein. Et la camaraderie entre nous c'était ça. Hein. On soutenait un autre, hein. On n'avait pas le choix. Hein. Les conditions de travail c'était terrible? On ne va pas dire que c'était terrible. Ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Pour la température, c'était avec le temps, on descendait de plus en plus bas, donc la température des terrains était de plus en plus chaude, donc il fallait de plus en plus d'air. Donc on a même terminé par mettre de la clim, au fond, hein, dans certains chantiers, parce qu'il faisait trop chaud. Hein. Et le temps de travail était réduit. Sur la fin, on était vraiment dans des conditions très difficiles, rien qu'au niveau température, je ne peux pas dire reste. Hein. Oui, ça c'est déjà au niveau température. Alors le reste, justement, c'était quoi les galères? Il faut bien se dire, vous travaillez dans une ambiance fermée, vous êtes au fond de la mine, vous n'êtes pas en plein air, donc vous avez au-dessus, vous avez des terrains à droite, à gauche, au-dessus de vous, il fait noir. À part votre lampe, vous n'avez rien d'autre. Hein, donc voilà. Donc souvent on avait un peu d'éclairage sur les machines, mais bon, c'était pas suffisant pas une cathédrale qui est illuminée le matin, quoi. Donc tout ça, ça fait que. Après, il y a la poussière qui est abattue au moment de la production. Un peu d'humidité qui se rajoute là-dedans parce qu'on arrosait, on neutralisait les poussières. Un peu de calcaire parce que sur l'entrée d'air on avait schistifié, donc il y a tout un mélange qui faisait que. Puis après il reste toujours encore le gros risque CH4 Grisou, qui est toujours présent et qui était toujours dans notre esprit pendant tout le temps, quoi. Bien sûr.
Est-ce que l'esprit Glückauf a aussi joué quelque part dans les luttes ouvrières? Parce qu'à l'époque, les mineurs, ils étaient souvent en première ligne de manifestation. Non, quand on manifestait en surface, on se souhaitait pas, on se saluait pas par un Glückauf. Si, ça se disait, mais c'était pour se saluer, c'est tout. Hein. Mais cette habitude, cette tradition, quelque part, de solidarité entre mineurs, est-ce que du coup, ça a joué dans les mouvements? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Il y en avait qui faisaient grève, il y en avait d'autres qui ne faisaient pas grève. Hein. Ouais. Des briseurs de grève, il y en avait partout. Hein. Les mecs qui faisaient, au lieu de faire grève, ils allaient bosser. Il y a quelques grandes grèves quand même qui ont été très suivies. Hein. Oui, parce que par obligation, parce qu'ils ont fermé les puits. Ah, oui. Ils ont vraiment empêché les gens de descendre. C'est pour ça que ça a bien marché. Hein. Ouais. Après, tout est dans la notion de briseur de grève. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui étaient obligés de travailler, entre guillemets, pour la sécurité, pour des questions de sécurité. Donc ceux-là, on les faisait descendre régulièrement, même quand il y avait des jours de grève. Après, il y avait ceux qui étaient hostiles à ce genre de combat. Par contre, comme le dit Mathieu, sur des gros événements, on prendra juste comme exemple la négociation du pacte charbonnier. Je veux dire, il y avait quand même une solidarité générale pour défendre et l'outil de travail et défendre notre cause. Quoi. Les équipes de sécurité, elles n'ont jamais été empêchées de descendre au fond de la mine. J'ai pas dit ça. Jamais. Non, mais oui, justement, c'est ce qu'il disait. Ouais, non, elles n'ont jamais été empêchées de descendre parce que vous êtes obligés de faire descendre des gens de sécurité de manière à ce que quand vous reprenez le boulot, que tout ne soit pas amoché. Hein. Qu'il n'y ait pas d'accident. Glückauf, c'est une expression locale qui vient de l'allemand. Alors, est-ce que c'était... ça ne vient pas de l'allemand. Du Platt? Ça vient du francique. Du francique, ouais. Mais est-ce que... C'est dans toutes les mines. Hein. Toutes les mines en Allemagne, c'est Glückauf. Hein. Oui, non, mais oui, sur le nord de l'Allemagne. C'est dans les deux. Ici aussi, on est quand même un peu en pays alémanique. Hein, donc, mais alors, d'où l'expression, alors que dans les mines de fer, par exemple, en Lorraine aussi, c'est un terme qui n'est pas utilisé du tout. Hein. Oui, mais parce que c'est plus loin de la frontière. Local. C'était local, c'était ici. Ça a été aussi utilisé d'ailleurs dans les mines de potasse, parce que mon père était mineur dans les mines de potasse, donc en Alsace. C'était encore de langue germanique, hein, donc c'est le même terme qui était utilisé. Mais ça n'allait pas au-delà. Hein. En France, on ne connaissait pas. Hein. Mais alors justement, ce terme est quelque part l'esprit de solidarité qui en découle, qui y est associé aussi. Est-ce qu'il était partagé aussi bien par les Lorrains de souche que par les très nombreux mineurs d'origine étrangère qui sont venus travailler dans la mine? Toujours. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, c'était ça. Italien, tout le monde. Polonais, italien, portugais, tout. Je crois qu'on a eu à un moment donné, en Lorraine, on a eu plus de 100 nationalités différentes. Plus de 100 nationalités différentes. Il y avait des gens du monde entier. Hein. Mais des fois, c'était très peu. Hein. Ouais. Je sais qu'on a eu des Vietnamiens, on a eu des gens d'un peu partout. Hein. À un moment donné, il y a eu des Russes, il y a eu, surtout après la guerre, il y a eu pas mal de gens qui sont... Et pendant la guerre. Et pendant la guerre, les prisonniers, oui. Les prisonniers de guerre. Les prisonniers russes qui étaient... Bon, les Allemands, un peu... C'était des camps de travail, disons. Les mines étaient des camps de travail pendant la guerre. Quand on a vidé Wouters, les sites après la dernière descente, les dernières remontées de charbon, on a trouvé encore des vestiges qui ont dû d'ailleurs venir ici, des cahiers de pointage de prisonniers de guerre, alors aussi bien de la Première Guerre mondiale que de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. Et donc il y avait, comme disait Mathieu, il y a des soldats russes qui étaient venus travailler dans les mines de charbon. Et après la guerre, on a eu les Allemands, voilà. Les prisonniers de guerre allemands. Donc par la force des choses, un brassage interculturel. Est-ce qu'il y avait... Pardon ? Oui, c'était vieux, quoi. C'était avant déjà. Ouais. Hein. Il y a eu pas mal d'émigrés qui sont venus ici pour travailler, que ce soit donc dans les années entre les deux guerres, il y en a eu pas mal, quoi. Que ce soit essentiellement de Pologne. C'est pour ça qu'on a beaucoup de Polonais, des gens d'origine polonaise. On a eu des Italiens aussi, qui étaient une grosse population locale. Et puis à la fin, on a eu les Maghrébins, hein. On a eu les Marocains, on a eu des Algériens, on a eu
des gens d'origine assez variés, et ça a toujours été un melting pot, et globalement, l'esprit de la mine, au bout d'un moment, les gens s'adaptaient, tout le monde rentrait dans le moule de la mine, parce qu'en fait, je dirais, l'esprit Gulgrove, je dirais presque c'est un esprit de famille, parce qu'on est confronté aux mêmes problèmes, on est confronté aux mêmes risques, les gens vivent les mêmes expériences, et dans des conditions difficiles, parce qu'on parlait tout à l'heure de la chaleur, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de risques, on travaille quand même des endroits exigus, avec des machines, des fois de plus en plus de machines au fur et à mesure que l'exploitation progressait. Et tout ça, ça rajoutait des risques. Les machines aussi, c'était des risques. Il y avait des risques liés au terrain, les risques liés au feu, parce que le charbon, ça brûle. Des fois, ça brûle même tout seul, sans qu'on le veuille, au fond. Il y avait les éboulements, il y avait le méthane de Grisou. Il y avait beaucoup de risques. Et il fallait être attentif à tout moment. À tout moment, c'était ça. Des fois, les erreurs ne pardonnaient pas. Alors du coup, quelque part, toutes les familles vivaient au rythme de la mine. Alors vous l'avez dit, il y avait un brassage interculturel avec plein de nationalités, plein d'origines différentes selon les époques. Est-ce qu'il y avait aussi quelque part un brassage social? Est-ce que l'esprit Glukauf, c'était par exemple aussi bien entre les mineurs de fond qu'avec les porions et les chefs porions? La plupart du temps, je dirais, les porions et les chefs porions étaient issus du rang. Donc là, beaucoup, sinon la plupart, avaient commencé comme ouvriers. Donc au cours de leur carrière, ils avaient progressé. Donc oui. Parce que moi j'ai entendu que c'était quand même très hiérarchisé, que par exemple les chefs porions n'allaient pas, même en étant au fond de la mine avec les mineurs de fond, n'allaient pas manger avec eux par exemple. Qu'est-ce que le chef porion en général remontait à midi, comme les ingénieurs d'ailleurs. Alors que les agents de maîtrise et les ouvriers, les agents de maîtrise de base, passaient leur poste au fond, donc ils cassaient la croûte ensemble. Ça, c'était. Non, je dirais c'était lié au rythme de travail, au programme de travail. Casser la croûte ensemble, si c'était possible. Ouais. Au début, avant que les chantiers soient mécanisés, on travaillait en équipe. Donc on s'arrêtait et on cassait la croûte pendant une vingtaine de minutes à la moitié du poste. Mais une fois que les chantiers ont été mécanisés, c'était terminé. Parce que si un mec s'arrête pour casser la croûte, il y a toute la chaîne qui s'arrête. Donc on cassait la croûte soit en début de poste, surtout dans les trains qui nous ramenaient donc du puits jusque sur le lieu de travail, jusque dans la veine de charbon, ou à l'aller ou au retour. Mais pendant le poste, c'était pratiquement terminé. Bon, les équipes isolées, elles pouvaient se le permettre, mais les gens qui faisaient du charbon, c'était fini. La mécanisation, elle a fait beaucoup de bien, production, mais socialement, c'était plus pareil. Enfin, moi, j'ai un souvenir d'une équipe de Maghrébins avec qui j'étais au poste de nuit pendant une période de Ramadan. Et donc, vous connaissez les règles. Dans la journée, ils ne se restaurent pas, donc ils ont les horaires. Voilà. Je ne vais pas revenir sur le détail de ça. Et puis donc, ils avaient demandé à rester au poste de nuit, justement à cause de cette histoire de nourriture. Mais pendant les 15 jours qu'on était au poste de nuit, j'ai ramené de la maison. Ils vous ont fait goûter plein de bonnes choses. Ouais, non mais sérieusement, ils sont arrivés. Le premier soir, j'ai encore ramené mon casse-croûte, comme tout le monde, quoi. Et quand leur responsable, leur chef d'équipe, il m'a vu avec mon petit casse-croûte, il m'a dit: demain tu ramènes plus rien, chiffre. Nous on ramène pour toi. Et puis pendant 15 jours, j'ai mangé entre guillemets gratuit. Mais bon, j'étais un peu gêné par rapport à eux parce que voilà, je me disais. Alors de temps en temps, je partais pendant qu'ils cassaient la croûte, mais bon, ils s'arrêtaient pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, le temps de se restaurer. Et après, ils reprenaient leur travail normalement. Mais c'était une période vraiment incroyable. Deuxième souvenir que j'ai, c'était la période de Noël. Alors, je ne sais pas, peut-être sur Romont, ça ne se pratiquait pas, mais sur Wouters, le dernier poste, c'était un poste fond où on faisait un repas avec le personnel, au fond de la mine. Donc chacun ramenait un petit peu quelque chose, une salade, un morceau de viande, un morceau de saucisse, un fromage, des boissons.
je ne vous dirai pas lesquels. Et puis, avec modération, on connaît. On travaillait avec eux. Et en principe interdit au fond. Ouais, on travaillait avec eux pendant la moitié du poste à peu près. Ça nous laissait le temps avec le chef d'équipe de préparer une table de restauration avec des planches. Ils avaient même ramené de la nappe pour mettre dessus, des verres et tout. Ça, franchement, ils étaient organisés. Puis à partir de 10 heures, on terminait l'année en mangeant avec eux. Après, je ne vous dis pas comment certains remontaient au jour. Mais bon, mais l'esprit était là, et puis les gens étaient heureux, et puis ils étaient contents avec ça. Et puis voilà. Et puis nous, on était heureux aussi parce qu'on leur rendait ce service, et puis on leur permettait de partager une fois le poste sans avoir à se casser la tête sur le problème de production et de sécurité. Voilà. Et est-ce qu'au quotidien, dans une journée classique, il y avait réellement de la solidarité entre tous les mineurs ou c'est seulement l'image qu'on a sous la douche? Ah non, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Mathieu l'a souligné tout à l'heure, c'était des équipes alors de 3 à 10 ou à 15 ou à 20 personnes, mais entre guillemets, ils étaient imbriqués les uns dans les autres, chacun avait besoin du voisin. C'était pas un travail individuel que vous faisiez au fond. Il y en a un, lui parlait de la chaîne qui s'arrête, un bonhomme qui s'arrête, la chaîne s'arrête. Là, c'était un peu ça. L'erreur d'une personne pouvait avoir des conséquences sur un groupe. Donc voilà, l'ensemble faisait qu'on avait des équipes constituées où l'un était tributaire de l'autre. Et en général assez soudés. Les gens qui avaient l'habitude, qui étaient dans une équipe, intégrés dans une équipe, c'était des équipes qui étaient très soudées. Et c'était des fois, je sais que quand on avait des modifications à faire, quand on avait à déplacer des gens, à créer d'autres équipes, ça posait des fois de gros problèmes quand on séparait les gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Les gens étaient très liés à leur groupe. Ils savaient comment faire confiance à leurs collègues. En cas de difficulté, ils savaient sur qui ils pouvaient s'appuyer. Et puis, il y avait vraiment cet esprit de solidarité, surtout dans les épreuves. Hein. C'était très fort. Et quand il y avait des équipes, avant que les chantiers soient mécanisés, quand on travaillait en équipe, on se donnait un coup de main mutuellement. Hein. Quand il y en avait un qui n'arrivait pas à terminer son boulot, on s'arrêtait, on lui donnait un coup de main. Parce qu'il y avait une époque, on était payé à la tâche. Ce qui veut dire que plus vous produisez, plus vous faisiez de mètres et mieux vous étiez payé. Et justement, ça aurait pu inciter quelque part à ce qu'il y ait du chacun pour soi, mais en fait, non, il y avait quand même cette solidarité avec le copain. Non, moi, j'ai travaillé, les 10 dernières années, j'étais à l'avancement. J'étais pas toujours dans le même chantier. J'étais responsable des convoyeurs, mais dans toutes les équipes j'allais, c'était tout le monde travaillait avec tout le monde. Un blindé qui cassait, les équipes du Schloss, ils venaient donner un coup de main parce qu'il fallait que ça aille vite. Hein. Il fallait pas arrêter les blindés pendant 2 heures. Hein. Et tout le monde donnait un coup de main. Et vice versa, quand eux avaient besoin de ramener du matériel devant, on leur donnait un coup de main pour ramener du matériel. Et il pouvait arriver, dans certains cas, que les équipes rejettent des gens. Parce qu'ils ne s'intégraient pas à l'équipe ou qu'ils ne faisaient pas leur part. Ça, j'en ai vu quelques-uns aussi, comme ça, qu'on n'arrivait plus à caser. Hein. Parce que les équipes n'en voulaient pas. Parce qu'il y a tout dans une population, hein, toutes sortes de personnels. En général, ce sont des gens qui ont, en grande partie, l'essentiel, la majorité des gens, la grande majorité sont des gens qui en voulaient. Mais de temps à autre, comme dans toute société, il y avait des gens qui ne tiraient pas, qui ne voulaient pas. Et ça, j'en ai vu qui se sont fait éjecter de certaines équipes. Hein. Oui, puis ça, à la mine, ça se voyait tout de suite. Hein. Ah, ça. Ce que l'un ne faisait pas, c'était les autres qui étaient obligés de le faire. Hein. Vous avez commencé à évoquer les uns et les autres les risques qu'il y avait. Explosion, coups de grisou, coups de poussière, ils étaient énormes, ces risques, et l'histoire des mineurs, elle est malheureusement ponctuée de catastrophes minières. Est-ce que l'esprit Glukauf était quelque part encore plus particulièrement présent lors des catastrophes qui ont ponctué justement l'histoire de la mine? Surtout, je dirais, surtout lors des interventions. Je citerai juste un cas. Moi, j'ai vécu la catastrophe de Simon en 1985 et je suis descendu parce que donc avec les équipes de sauvetage, avec mon équipe de sauvetage, pendant 8-10 jours, tous les matins,
j'étais poste du matin, je descendais avec mon équipe. Au début, c'était pour l'évacuation des victimes. Ensuite, ça a été pour assurer le chantier. On était tellement soudés. J'étais avec donc un agent de maîtrise et 4 ouvriers dans mon équipe. On était tellement soudés qu'on ne se quittait plus. Quand on remontait, on rentrait ensemble, on partait ensemble. Je ne suis pas rentré chez moi pendant 3 jours, les 3 premiers jours. On n'arrivait plus à se quitter. C'est-à-dire qu'on était ensemble tout le temps, matin et soir. On allait manger ensemble, on allait boire ensemble pendant 10 jours. C'était une manière de surmonter la tragédie. On ne voyait plus personne d'autre. On était tellement groupés, on a vécu des choses tellement fortes, tellement difficiles, que tout ce qui n'était pas le groupe, le petit groupe, c'était mis de côté. C'était marrant. Hein. Même pour moi, ingénieur, c'était pareil. Hein. Je partais avec mon équipe, j'allais faire mon rapport quand je remontais, et on se retrouvait après, et on était ensemble. Je ne suis pas rentré chez moi pendant 3 jours. Je ne pouvais pas. C'était très très dur, ça. Ouais. Mais ça, c'était pour ça nous a amalgamé. On était, je dirais, pendant une dizaine de jours, et après ça a continué encore un peu, puis petit à petit avec le temps, bon, les contacts se sont un peu relâchés, mais au début c'était impossible. On n'arrivait même pas à parler, on n'arrivait pas à raconter ce qu'on avait vécu, ni à la maison, ni aux amis, à personne. Hein, on pouvait pas. Ça c'était vraiment, mais ça c'est des conditions très particulières. Mais je crois que la crainte du blessé ou de l'accident mortel, on le vivait au quotidien. Je veux dire, moi j'étais responsable d'un quartier, après j'étais responsable d'un secteur. Bah, ça a toujours été, je veux dire, ma crainte number one. Après, la production, on sait faire. Par contre, on n'est pas en capacité d'anticiper un accident grave, voire un accident mortel, quoi. Celui-là, on ne l'anticipe pas, on le vit, on peut le vivre. Donc, c'était un peu la crainte qu'on avait systématiquement en dehors des catastrophes comme Simon ou même le dernier qu'on a eu à Frida 5. C'est le genre de truc qui vous marque parce que c'est des événements quand même qui sont, qui sont marquants parce que du fait de l'intensité et puis du nombre de personnes qui sont confrontées au problème. Mais nous, je veux dire, au niveau de nos secteurs respectifs, de nos chantiers, on avait toujours cette crainte d'avoir un instant T, d'avoir peut-être loupé quelque chose qui a fait qu'il y en a eu un blessé grave derrière, voire plus, quoi. Donc on avait toujours cette crainte qui nous accompagnait tous les jours. On n'avait pas peur de descendre, c'est pas le problème d'avoir peur de descendre au fond, mais c'est toujours la crainte de marquer quelqu'un à vie, quoi. Il y avait d'autres moments aussi qui étaient difficiles aussi, sans parler d'accidents proprement dit. C'était par exemple les interventions sur des feux. Des feux de mine, on en a eu quelques-uns, c'était toujours une opération très très délicate. Et là, on intervenait dans des conditions difficiles, la chaleur, la fumée. Et lorsqu'on avait un feu, on ne savait jamais ce qu'il y avait à l'endroit du feu. Donc on était toujours, le risque d'explosion était toujours présent. On l'avait tous à l'esprit quand on intervenait avec les équipes de sauvetage. Et on était donc avec nos appareils de sauvetage, donc en appareils autosauveteurs, donc en circuit fermé, un peu comme des plongeurs, quoi. Et là, en intervenant sur un feu, de temps à autre, on était bousculé par des explosions qui se passaient un peu plus loin, dans les vieux travaux, par exemple. Hein. J'ai été bousculé par des gros poufs, des chasses d'air, et on savait que ça avait pété quelque part. On s'était limité derrière, mais bon, ce risque-là existait. Et on a eu beaucoup d'interventions sur des feux, hein, et chaque fois que les sauveteurs intervenaient sur des feux, je peux vous dire qu'on n'en menait pas large. Hein. Même si les gens, certains étaient un peu les caïcos, on se refermait un peu on se crispait un peu, mais bon, le risque était là quand même. Hein. Ça aussi, c'est des expériences qui étaient assez difficiles. Bon, en général, on n'a pas eu sur des feux, on n'a pas eu de gros pets, sauf à Merlebac en 76. Hein, donc là, c'est l'explosion de Merlebac en 76, 30 septembre. Là, ça, c'était une explosion qui a tué 16 personnes. Et c'était suite à un feu. Mais par la suite, des feux, on en a eu pas mal. Et c'était toujours des opérations assez compliquées. Hein. Surtout quand on ne savait pas où était le feu, exactement. Et quelles étaient les conditions au niveau du feu. Ça, c'est aussi beaucoup le point de vue équipe de sauveteurs.
Pour les mineurs qui étaient au fond, quand il y avait comme ça des catastrophes, comment ça se passait en termes d'ambiance et de solidarité? C'était pas la joie non plus. Hein. Même si ça se passait dans un autre puits, hein. Tout le monde y pensait. Hein. Que ce soit. Moi, j'ai toujours été à Romaux. À Romaux, on n'a pas eu de grosses catastrophes. On a eu des morts, mais pas de crassages. Mais quand, je me rappelle quand le dernier à Simon, après le poste, on est tous partis à Simon. C'est comme ça. En fait, tout est toujours fait justement pour, entre guillemets, minimiser les effets qui pourraient venir après. Et donc tout est fait, comme l'a souligné Mathieu, pour sortir toutes les victimes, ce qui est déjà compliqué en soi. Puis après, tout remettre en état de telle manière à ce qu'il n'y ait pas un suraccident derrière, un peu comme dans les tremblements de terre. Oui, la première chose, quand on intervient comme ça, la première chose qu'on a fait sur Simon, puisque c'est celui que j'ai vécu de plus près, c'est d'assurer la sécurité dans le chantier, pour que les sauveteurs et toutes les opérations se passent dans les meilleures conditions possibles, parce qu'il y a déjà eu un accident et il faut éviter qu'il y en ait un autre. Donc la première chose qu'on fait quand on arrive dans un chantier comme ça, c'est assurer le chantier, rétablir l'aérage. Quand l'aérage a été interrompu, quand c'est dans un cul-de-sac, dans un traçage par exemple, comme c'était le cas à Simon, on ne s'occupe pas du reste. Et les victimes, on les évacue après. Première chose, assurer le chantier, pour que ça ne se reproduise pas, pour qu'il n'y ait pas un suraccident. Une tragédie comme la catastrophe du puits Simon, c'est important pour vous tous de commémorer ces tragédies encore aujourd'hui? Bien sûr. Oui. Pas que celle-ci. Hein. Il y en a d'autres, il y a celle de 76, comme il en a parlé, M. Sutter, à Merlebach. Il y en a encore une qu'on commémore ici, 1904, 84 morts. C'est un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire, mais c'est important. C'est important. Ça que nous, on est encore là. Surtout, je dirais, c'est beaucoup une affaire personnelle aussi, parce que ça, c'est des choses qui vous travaillent toute votre vie, qui reviennent régulièrement. Donc, ces souvenirs, ça vous reste, hein, d'autant que quand vous intervenez comme ça à l'époque, il n'y avait pas de soutien psychologique, hein, ni pour les victimes, ni pour les sauveteurs, ni pour personne. Hein. On vivait notre truc, et puis après ça, c'était à nous de les avaler, hein, et de continuer. Il y a cet aspect-là, et puis après, il y a aussi, la demande des familles. Parce qu'on voit bien, par exemple, sur Simon ou même sur Merlebach, on a une grosse demande des familles pour ne pas oublier ce qui, à un instant T, a pu se passer. Oui, surtout que ces catastrophes-là sont récentes, donc les familles proches sont là. Donc, si vous voulez, l'action que nous on mène avec Gilles au niveau de la Fédération des mineurs, ça va dans ce sens-là. C'est d'une manière générale, c'est de ne pas oublier ce qui a pu se passer à un instant T. Mais à travers ça, on a aussi une cérémonie dans l'année, qui aura d'ailleurs lieu dimanche prochain, où on rend hommage à toute la corporation minière et des sidérurgistes. D'accord ? Donc c'est une cérémonie tout en simplicité, avec une petite messe qui généralement est célébrée par l'évêque de Metz, où on rend hommage à toutes les personnes qui, à un instant T, ont travaillé au fond de la mine ou au jour, hein, et à tous les sidérurgistes qui ont pu œuvrer ici dans la région et partout en France, voire en Allemagne. Est-ce que vous arrivez à faire perdurer à long terme justement la Fédération des anciens mineurs? Est-ce que vous avez beaucoup d'adhérents? Alors, la fédération en elle-même, elle n'a pas tellement d'adhérents que ça. Elle a, au travers de ces associations qui sont membres, elle a des adhérents. Mais en fait, nous, nos adhérents, ce sont les associations comme celle que préside Gilles, par exemple, sur Romboro. Donc là, on en a une trentaine. Mais à l'intérieur de ces associations, il y a ça peut aller de 5 à 100, voire 200 adhérents, quoi. Donc globalement, on a encore, ici sur le secteur houillé, on a encore pas mal de gens qui restent présents dans la mémoire minière, au travers de ces associations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose, même nous, des questions, et j'ai eu d'ailleurs l'occasion d'en parler avec le président il n'y a pas si longtemps que ça, sur le devenir de tout cela. Parce que nous aussi, on vieillit, et derrière, je ne suis pas sûr qu'il y aura quelqu'un qui sera encore là
pour faire durer le plaisir, on va dire. Je dis pour pas organiser ça. les commémorations Pour et pour organiser les célébrer la commémorations, Sainte-Barbe. toutes ces choses-là. Non, mais il est clair que d'année en année, il y a de moins en moins de mineurs. Hein. Parce que comme tout le monde, on passe l'arme à gauche aussi. Hein. Et puis quand les derniers mineurs sont partis, ben, il n'y aura plus rien. Hein, ça disparaît très vite, hein, les souvenirs disparaissent très vite, comme dans beaucoup de cas, quoi. Les gens qui ont vécu, je ne sais pas, par exemple, les guerres, hein, des anciens combattants, ben, c'est pas un peu pareil. Hein. Au fur et à mesure que les gens de la guerre de 14 sont morts, ben, il n'y a plus personne, le souvenir disparaît un peu, il n'y a plus que les livres d'histoire qui en parlent, mais tant qu'il reste des témoins, ben, il reste encore une petite flamme. Et quand les témoins disparaissent, ben, ça fait partie de l'histoire. Hein. Des témoins et des émissions de télé pour vous donner la parole et des reportages. Donc, oui. Et je vous propose justement de regarder maintenant un extrait parce que la fin du charbon a été marquée par une grande cérémonie le 20 septembre 2003 à Merlebach. On va en revoir un extrait. La cérémonie va durer plus de 2 heures. Les témoignages et les images de la mine se succèdent et c'est le symbole. Le skip déverse officiellement le dernier charbon. Bravo à tous les mineurs de Merlebach. Regardez ce moment exceptionnel. Regardez arriver ces 4 berlines et ces 15 tonnes de charbon. La mine ferme, mais mineurs, ils resteront. Et les générations à venir garderont les traces de cette ferveur au travail, du sens du travail collectif et de la légendaire solidarité de ces hommes surnommés les Gueules Noires. C'était une très grande cérémonie. Je suppose qu'elle vous avait marqué, non, cette cérémonie? Vous l'aviez carrément organisée, non? Vous avez participé à l'organisation? Bah, Mathieu aussi. Hein. Ouais. Faisait partie du groupe d'organisation. Ouais. Bah oui, on en a vécu une autre avant, à Forbach. Ouais. On a vécu une autre après à la Houve, parce qu'on a été à la Houve, donc on commençait à... Ouais, sauf qu'au départ, c'était pas prévu comme ça. Quoi. Donc, voilà. Donc, après... C'est-à-dire l'idée de... Enfin, autant si tu permets, l'idée de Mathieu, c'était de faire plutôt un truc en famille, quoi, une cérémonie entre nous, voilà, pour marquer un petit peu... ça a changé de strate entre-temps. Parce qu'en fait, on n'était pas les derniers. On savait que derrière, il y avait la Houve, donc c'était pas forcément, pour nous, le must de faire quelque chose sur Merlebach, quoi. Sachant que derrière, il y avait la Houve à fermer après nous, quoi. Donc c'était plutôt... après, il y a eu des demandes, et puis on est passé sur le modèle au-dessus, et ça donnait ça, et la semaine de porte ouverte, quoi. Ouais, il y a eu des événements un peu partout, chaque fois qu'une mine arrêtait. Hein. Il y a eu le cas, d'après ce que je crois savoir, ça a été déjà le cas à Fauquemont et à Folschiller. C'était pas à cette échelle, hein. Mais bon, ils avaient déjà marqué le coup à l'époque. Il y a eu le coup ensuite sur Forbach. Et bon, nous, on était les avant-derniers sur Wouters, puis après, on a été les derniers à la dernière mine de charbon de France à la Houve. La fermeture des premières mines, on savait que les mines, elles fermaient, mais les mineurs, ils pouvaient y aller autre part. Moi, la fermeture de Merlebach, je l'ai mal vécue. Et pourtant, vous étiez déjà à la retraite? J'étais déjà en retraite, mais je l'ai mal vécu quand même. J'y ai pas assisté. Pour moi, c'était un acte de décès. Et ça, je l'ai mal vécu. Tout comme la fermeture de la Houve, la dernière mine qui a fermé. J'y suis pas allé non plus. Hein. Ils ont voulu faire un spectacle là-bas, les enfants du charbon, enfin qui ne s'appelait pas encore à l'époque les enfants du charbon. Ils voulaient faire un petit spectacle. J'y suis allé 1 ou 2 fois pour voir, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu faire la fête alors qu'on fermait la dernière mine de charbon. Ça vous est trop mal? Impossible pour moi. Ce qui ne m'a pas empêché que l'année d'après, en 2005, j'ai intégré le musée et les enfants du charbon. On va en parler. Et vous, comment ça s'est passé pour vous, la fermeture, la dernière remontée? Vous l'avez vécu comment, vous? Personnellement, j'étais déjà en pension. Hein. Ouais. Moi, je suis allé à Merlebach. J'étais à la fête à Merlebach. Bon, après, c'est spécial. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça le gros problème. Comment j'ai ressenti. Parce que maintenant, quand vous voyez, vous allez vous promener à Merlebach, à Forbach, à Saint-Aoult, il n'y a plus rien. Depuis que les mines ont fermé, ça fait 20 ans, mais il n'y a plus rien derrière. C'est ça le gros problème que moi j'ai ressenti à l'époque. Pour nous, on était contents, nous on est partis à CCFC. Moi je suis parti à 46 ans. Mais le fameux CCFC, congé charbonnier de fin de carrière. Mais par la suite, qu'est-ce que ça a donné?
Il n'y a pas de suivi. Personnellement, c'est ça que je trouve. On parle de Merle-Bach, mais juste pour vous parler de la fermeture de la Houve, hein, on avait encore une centrale au charbon à Carlin pour produire de l'électricité. Ils auraient pu garder la mine de la Houve ouverte, au moins pour alimenter cette centrale au charbon. Ça aurait permis d'avoir des emplois, déjà des mineurs, des emplois tout autour. Non, on a préféré tout. Enfin, l'annonce avait été faite depuis un moment qu'on allait fermer. Hein. Et ce qu'il faut dire, bon, là où vous êtes un cas un peu particulier, il faut dire que les chantiers étaient loin et les belles veines avaient été prises, hein, les beaux gisements avaient été exploités, il en restait encore un peu. Même à Merle-Bach, on aurait encore pu prendre d'autres veines au même niveau. Mais à terme, on savait que de toute façon, on arrivait au bout de l'exploitation. On parlait tout à l'heure des problèmes de chaleur, on a aussi parlé des problèmes de coûts de terrain. Au fur et à mesure qu'on descendait, les risques étaient beaucoup plus importants, surtout à ce niveau-là. Hein. Le dernier accident qu'on a eu à Merle-Bach, hein, je crois que c'était le 21 juin 2001, hein, un gros coup de terrain, un événement qu'on connaissait un peu. On avait déjà eu des espèces de mini-tremblements de terre qui étaient liés à la réorganisation des terrains. Mais là, on a eu un gros coup de terrain qui s'est traduit directement sur les chantiers, sur le chantier de Frida 5. Ce qui n'était pas le cas avant. Quand on ébranlait les terrains, souvent, on ne s'en rendait même pas compte au fond. On ne les entendait pas. C'était en surface que ça bougeait. Et là, je dirais, l'épicentre, les gens étaient dedans. Hein, quand on parlait tout à l'heure, ces derniers temps, des tremblements de terre au Maroc, bon, l'épicentre, c'est en surface. Et là, alors que l'événement se situe en dessous, alors que là, en Frida 5, les gens étaient dedans, à l'endroit où s'est produit l'événement, le tremblement de terre. Il y a quand même eu une magnitude de 3, je crois que c'était 3,6 sur l'échelle de Richter, ce qui n'est pas rien. Mais alors quand vous êtes sur place, en endroit confiné, puis que les terrains se referment brutalement, je dirais, ça c'était la limite. Hein. On ne pouvait pas aller plus loin, on ne pouvait pas aller plus profondément. On aurait peut-être pu prendre encore une ou deux veines dans le même faisceau, durer encore sur Merle-Bach, allez, encore 2-3 ans peut-être, mais pas au-delà. On ne pouvait pas descendre plus bas. Hein. Là, on arrivait vraiment au bout du modèle. Hein. Après, pour revenir sur la fête, je veux dire, moi perso, je pense qu'on est parti dignement. Parce qu'on a rendu hommage, en faisant ça, on a quand même voulu rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé, qui sont restés. Après, je comprends que les gens qui étaient au milieu, là, les mineurs qui étaient en tenue, pour eux, pour beaucoup, c'était la fin de l'aventure. Ils savaient que après cette fête-là, il y avait encore quelques mois, et après, ce serait pour eux le fameux congé charbonnier de fin de carrière. Je veux dire, on a quand même, entre guillemets, fait une belle fête. On a ouvert nos portes, on a ouvert nos cœurs aux gens qui voulaient venir. Peut-être pas sur la cérémonie, mais après, sur la porte ouverte, avec l'exposition de matériel qu'on avait monté au jour, le petit train, etc., etc. Je pense qu'on est parti dignement. Mais c'est sûr que pour nous, mineurs, c'est un crève-cœur, parce que c'est la fin de notre boulot, c'est la fin de notre aventure, et puis voilà. Alors, il faut qu'on passe à autre chose. Alors moi, j'ai eu de la chance. Avec Mathieu, on a pu encore faire vivre la fermeture de la Houve, qui était du même tonneau que ça, même si c'était un peu moins, on va dire, c'était pas un peu moins clinquant, il y avait moins de politique, mais c'était en termes de public, sur un week-end. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était la folie douce. Les gens, ils ont commencé à assiéger le siège à 6h du matin, le samedi matin, alors que les portes devaient s'ouvrir théoriquement à midi, quoi. On se serait cru au sol d'été, quoi. Il y avait une demande, mais aujourd'hui... Pour aller peut-être dans ton sens aussi, et moi, j'ai toujours été au fond. J'ai toujours travaillé à l'exploitation. Toute ma carrière, je l'ai faite à l'exploitation. Depuis, j'ai fait Simon, j'ai fait la Houve, j'ai fait Remaux, j'ai terminé à Merle-Bach. Et je n'imaginais pas faire autre chose. Ce qui fait qu'avec le congé charbonnier, on encourageait nos gens à partir. Il n'y avait pas d'obligation, on encourageait les gens à partir. Moi, lorsqu'on a arrêté l'exploitation, je n'avais plus aucun intérêt personnel pour le travail qui restait à faire. J'ai pu partir et je suis parti, j'aurais pu continuer. Pour fermer la mine, je ne pouvais pas. Arrêter la mine, pour moi, c'était l'exploitation. On arrêtait la mine, je ne pouvais pas rester pour
faire les travaux de réhabilitation. Je suis parti, je pouvais partir, je suis parti tout de suite après. À la fermeture de la houve, tout de suite après, je suis parti. Parce que je pouvais partir. Tournez la page. Aujourd'hui, pour raconter quelque part l'univers de la mine, pour essayer d'expliquer l'esprit Lukauff, ben c'est le cas ici, par exemple, au musée Les Mineurs Wendel. C'est important pour vous que ce musée existe? Vous, forcément, vous y êtes guide. Mais en dehors de ça, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, qui va prendre le relais des sociétés de mineurs quand elles vont disparaître? Je pense que le musée, il est tout dans son, dans son rôle de reprendre aussi ce genre de manifestation. Parce que quand nous, on sera partis avec la fédération, quand les sociétés de mineurs comme celle que préside Gilles auront disparu du paysage, il faudra bien que quelqu'un le fasse. Et qui ne peut mieux le faire que le musée. Parce que je vois mal les collectivités penser tous les ans, je prends par exemple Merlebach, ils vont peut-être y penser, hein. Enfin j'espère qu'ils vont y penser. Le 30 septembre, on va mettre on va mettre une gerbe au monument qui est devant le siège. Oui, quand on voit l'état actuel du site, on peut se poser des questions quand même là-dessus. Après, je ne veux pas critiquer l'action du maire et de son équipe. Mais j'y étais encore tout à l'heure pour une interview avec votre collègue de FR3. Ça me fait quand même un peu mal au ventre de voir dans quel état c'est, quoi. Après, voilà. Donc, du coup, ça ferait une mission de plus pour ce musée. À Merlebach, il reste encore un peu quelque chose. À la houve, il n'y a plus rien. C'est un terrain vague. Il y a plus rien. Bah, tu sais, très sérieusement, je préférerais que tout soit parti que de le voir dans cet état-là. Hein. C'est encore pire pour vous. Ouais, parce que en fait, moi, Mathieu, il a fait plusieurs sièges. Moi, je n'en ai fait qu'un. J'ai fait Wouters toute ma vie, quoi. Donc, j'ai vécu Wouters quand il était au sommet de sa gloire, parce qu'avec tous les bâtiments, on en a détruit quelques-uns, des châteaux d'eau, des bâtiments, des bains-douches, etc., etc. Et de voir encore le dernier bâtiment qui est debout, hormis la salle des fêtes, hein, qu'on avait réhabilité quand il était chef d'unité. Mais quand on voit le bâtiment qui est debout aujourd'hui dans l'état où il est, il faut quand même accepter que, moi je le vis mal. Même le bâtiment à l'entrée, notre ancien bureau administratif, complètement muré, ça fait bizarre et ça fait mal. Raconter l'histoire et le quotidien des mineurs au grand public. L'association Les Enfants du Charbon l'a aussi fait pendant plusieurs années à travers un grand spectacle qui se déroulait d'ailleurs ici, en plein air, au Parc Explore Wendel, avec parmi les comédiens beaucoup d'anciens mineurs. Là aussi, c'était une manière de faire revivre Lukauff. Vous en étiez de cette aventure, hein? J'en étais, oui. J'en étais du début jusqu'à la fin. Et malheureusement, c'est dommage que ce soit terminé pour raisons financières. Hein. C'est dommage. Et sinon, pour essayer de retracer tout ça, de transmettre tout ça et de perpétuer cet esprit, est-ce que vous avez réussi à transmettre, à raconter à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos proches? Ça ne se raconte pas, la mine? Ceux qui ne l'ont pas vécu, on peut raconter ce qu'on veut. Mais si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas ressentir ce que les gens, ce que les mineurs ont vécu. Raconter, c'est un peu comme les gens qui racontent leur campagne. Hein. Moi, quand j'étais gamin, quand j'entendais les anciens qui parlaient de leur guerre, c'était un peu, ça m'intéressait un peu parce que cette période m'intéressait, mais on ne pouvait pas rentrer dedans. Parce qu'on ne l'avait pas vécu. On ne pouvait pas vivre ou ressentir ce qu'ils avaient vécu. Là, c'est un peu pareil. Hein. On racontera l'histoire, on pourra on peut voir des films, on peut voir des témoignages, effectivement encore. Mais le ressenti qu'ont eu les mineurs, on n'arrive pas à le faire passer, ça. La technique, ça s'explique. Hein. Vous prenez un livre, vous l'apprenez par cœur et vous arriverez à expliquer aux mineurs comment fonctionnait un découpage de taille, comment on exploitait. Oui, par contre, l'esprit, la camaraderie qu'on avait entre nous, la solidarité qu'on pouvait avoir entre nous, les moments qu'on a passés ensemble, ça je veux dire, si vous l'avez pas vécu, voilà. Je vous dis, vous pouvez mettre le meilleur guide ici. Il pourra toujours vous expliquer comment ça fonctionnait. Vous parlez de la salle des pendus, mais ce qu'a vécu Guy, dont il a parlé tout à l'heure, un crochet avec le gars à côté qui remontait ses affaires sales, alors que lui, il avait ses affaires propres. Je veux dire, c'est du vécu. Que vous n'arriverez jamais, franchement, à raconter de la même manière que lui vous l'a expliqué tout à l'heure. Et je pense que c'est ça la grosse difficulté aujourd'hui. C'est que quand nous, on va partir, notre génération à nous va partir,
la région. Et puis le musée va être confronté à ce genre de problème. Vous allez avoir de bons guides, hein, je ne critique pas, mais il n'y aura pas le vécu. Il n'y aura pas le vécu, il n'y aura pas ce petit pep, cette petite anecdote de ce qui s'est passé. Ma petite fille, qui habite maintenant, elle habite à Bourg-en-Brest. Et l'année dernière, en fin d'année, ils ont fait une sortie, visiter un musée de la mine à Saint-Étienne. Elle avait honte de dire que son grand-père était mineur. Vous vous rendez compte? Elle a dit, ouais, mais qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit, mais elle n'a pas eu le courage de dire au prof que son grand-père était mineur. Et pourtant, moi j'aurais ressenti ça comme une fierté de pouvoir dire que mon père était mineur. Mais donc, elle était gênée. Mais elle avait peut-être peur que les gens lui posent des questions et qu'elle ne sache pas répondre. Parce que si vous ne lui avez pas assez expliqué en quoi ça consistait, ce que vous faisiez, comment ça se passait, elle avait peut-être peur de ça aussi. Je pense que c'est ça. C'est difficile de dire mon grand-père l'était, mais je suis incapable d'en dire quelque chose. C'est pas facile non plus. Vous savez, j'ai jamais eu honte de ça. Hein. Autant je côtoie des gens qui sont profs, qui sont dans des métiers, on va dire, un peu plus nobles que le nôtre, mais j'ai jamais eu peur de dire que j'étais mineur de fond. Hein. Franchement. Et puis, par contre, parfois quand j'en parle avec des gens qui n'ont pas connu et que je leur parle un peu des anecdotes de mon vécu, je pense que tous ici autour de ce banc, on a à peu près le même effet. Quand je leur parle de ça, on est en capacité aujourd'hui de les captiver quand on leur raconte quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a un vécu tous, les uns les autres, chacun dans son métier. Et donc on est capable d'expliquer à des gens d'une manière peut-être moins technique, mais par notre cœur, ce qu'on a pu vivre à un instant donné. Et c'est ça qui est important, mais qui va partir effectivement après nous. Et du coup, pour vous aujourd'hui, 20 ans après la dernière remontée de charbon, pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'esprit Glukauf? Je suis pas sûr qu'il reste quelque chose, parce que les gens se sont dispersés. Le musée. Il reste le musée. C'est ce que je fais presque chaque nuit. Quand j'ai quitté la mine, je rêvais de la mine tous les soirs. Avec le temps, ça s'est un peu estompé, mais toutes les semaines, au moins une fois, je rêve de la mine. Alors je dirais, c'est pas la mine que j'ai connue, c'est un peu une mine fantasmée dans les rêves. Mais c'est quelque chose qui vous marque à vie. Voilà. J'ai pas voulu en parler de ce que vous venez de dire à l'instant. J'ai pas voulu en parler, mais moi aussi, il m'arrive encore aujourd'hui de rêver de la mine. Alors que ça fait 23 ans que je suis en retraite. Et tout le monde en rêve. Non mais c'est dingue. Hein. Oh la vache. Moi je rêve parfois, le matin je me lève et je me dis tiens cette nuit j'ai rêvé d'être allé au boulot ce matin, de m'être levé à 5 heures pour aller sur moi, alors que je suis entre guillemets à la retraite depuis 2007 aussi. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas oublier, hein, ne vous inquiétez pas. On n'oubliera jamais. Non. Alors, on va y retourner le temps d'une image. On va laisser le mot de la fin aux gueules noires avec cette image d'archive. Et oui, Glukauf, mais je vous propose aussi de voir la version plus complète qui a été filmée justement lors de la dernière remontée de charbon à Merlebach. Glück auf, der Steiger kommt und hat sein helles Licht bei der Nacht und hat sein helles Licht bei der Nacht schon Et l'esprit Glukauf, ça ne se perd pas, vous avez tous chanté avec pendant cet extrait. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je voudrais en profiter aussi pour adresser un grand merci à Alfred Olzac, ancien de la communication des HBL, qui m'a donné un sérieux coup de main pour pouvoir vous rencontrer tous les quatre. Et puis un énorme merci au Parc Explore Wendel, le musée Les Mineurs, qui nous a permis de réaliser cette émission ici, dans la salle des Pendus. Vous pouvez le visiter du mardi au dimanche de 10h à 18h. Donc bonne visite à tous et Glukauf. Et très bonne journée à tous. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps.
Bonjour tout le monde, le temps sera une nouvelle fois mitigé pour demain avec de nombreux passages nuageux. Côté température, les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les constants et il fera jour de 7h23 à 19h32. Passez tous une très belle journée et un excellent week-end. Un projet de rénovation? Relookez votre intérieur du sol au plafond avec les bonnes idées de Marianne. Du matériel professionnel et des conseils sur mesure depuis plus de 40 ans, c'est au dépôt Sarr Peinture, place de la Grande Armée à Sarreguemines. Et si vous rejoigniez le Mibel Group, dans une unité de production à taille humaine basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté? Vous aimez le terrain et les challenges, le travail en équipe et l'amélioration continue n'ont plus de secret pour vous? Alors venez rejoindre nos équipes au sein du département production. Vous serez notamment amené à travailler sur des missions de gestion des lignes, des opérations de manutention et d'organisation, mais aussi de contrôle qualité. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto? Et la musique alors? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Le Festival Euroclassique 2023 présente Queen Elton par les Frères Jarry le samedi 30 septembre à 20h30 à l'espace Cassin de Beach. Deux monuments du rock, Queen et Elton, dans un récital show inédit, piano-violoncelle mené tambour battant par deux frères virtuoses sous la forme d'un ping-pong musical exceptionnel. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. L'Agglo a installé une borne pour 170 habitants. Elle a bien entendu travaillé en collaboration avec les communes pour retenir les emplacements les plus adaptés. De nombreuses contraintes comme la possibilité de stationner en toute sécurité, de pouvoir vider les bornes avec les camions de collecte ou encore la proximité ont été prises en compte pour trouver les meilleurs emplacements. De manière générale, nous avons essayé d'assurer une répartition homogène des conteneurs sur l'ensemble du territoire afin de faciliter l'apport des habitants plutôt que de concentrer l'ensemble des bornes en un seul et même endroit. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ?